laisse faire et puis tu me rends la parole. À toi. Super. Merci beaucoup Nathalie. Déjà bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présent aujourd'hui pour, ce premier live, NEC sur le mindset et le bien-être. Donc on a décidé de mettre en place de nouveaux outils et de nouveaux lives pour apporter un peu plus de connaissances et hem et amener un peu plus de formation et d'informations aux personnes autour de nous. Et justement, en fait, cette première thématique, donc l'ikigai, donner un sens à sa vie, et trouver sa raison d'être, ça matchait bien avec, le pourquoi du club, ce pourquoi on l'a créé. Donc c'était parfait pour démarrer ces premières sessions live. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Nathalie, donc qui a pu se présenter, mais qui va se représenter justement, qui est une personne importante, pour nous, parce qu'elle nous a toujours suivis dans nos développements de réseau, parce que c'est une personne qui a beaucoup réussi dans les affaires et qui a eu un gros changement. Justement, on va parler justement de l'ikigai, pour elle, ce que ça a donné. Et donc, je vous laisse profiter de Nathalie qui est naturopathe, mais pas que, et qui va pouvoir aller un peu plus en profondeur avec vous pour donner peut-être un peu plus de sens, dans votre quotidien, dans vos journées et répondre à certaines problématiques. Je te laisse, démarrer Nathalie. Merci beaucoup. Merci Kenny, merci pour ta présentation. Alors, une petite précision. euh, Aujourd'hui, je vais faire une initiation à l'ikigai. L'ikigai, ça demande parfois d'être, même souvent d'être accompagné d'un thérapeute pour pouvoir faire son ikigai et je vais vous expliquer pourquoi. C'est difficile de le faire tout seul, mais c'est déjà pas mal de commencer à se poser les bonnes questions. Et pourquoi ça ne va être qu'une initiation, entre guillemets, le que? Parce que c'est tellement vaste, c'est tellement un domaine qui demande d'aller en profondeur que je ne peux aujourd'hui que poser des bases, je ne peux aujourd'hui que vous donner les grandes lignes. Voilà, ce serait trop. NEC ne m'a donné qu'une heure, donc je peux malheureusement pas aller en profondeur. Donc, les recommandations d'usage, c'est toujours mieux d'éteigner votre micro après vos caméras si vous n'avez pas envie éventuellement qu'on utilise votre image dans l'enregistrement. Je vous demande d'avoir un esprit ouvert, de laisser tomber, si vous le pouvez, peut-être toutes vos connaissances, vos croyances, tous vos attachements à certaines croyances, à certaines idées aussi, pour laisser vraiment ce thème de l'ikigai pénétrer à l'intérieur de vos esprits. Alors après, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Après la petite conférence, j'y répondrai avec grand plaisir. Ouais. Donc, je me suis présentée brièvement. Donc, je suis naturopathe, mais pas que, comme a dit Kenny, c'est-à-dire que, OK, j'utilise dans mes consultations, dans mes accompagnements, parce que je crée des accompagnements, une certaine philosophie qui va se baser naturellement sur la nature, les principes de la nature, toutes les choses que la nature met à notre disposition pour nous aider à rétablir un certain équilibre, mais pas que. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est d'aider les gens que j'aide à être acteurs, responsables de leur santé et de leur épanouissement. Alors parfois, ça fait mal d'entendre qu'on est responsable de sa santé, parce qu'on a l'impression que ça peut être notre faute si on est malade. Alors, ce n'est pas du tout une question, c'est ma faute de responsable, ça veut dire j'ai le pouvoir de, j'ai un pouvoir d'agir sur ma propre santé, sur mon propre épanouissement, quelles que soient les conditions environnantes, quel que soit le milieu dans lequel j'évolue, la famille, l'environnement social, les conditions économiques, etc. Je suis toujours responsable de ma santé et de mon épanouissement. Donc, pour moi, ça a été une grosse découverte quand j'ai découvert la naturopathie, de découvrir qu'il y avait des lois naturelles qui régissaient la nature, comme la loi de la gravité, par exemple. Là, on est assis sur notre chaise et si on tombe de notre chaise, on va tomber par terre. C'est la loi naturelle de la gravité. La nature est régie par des lois naturelles auxquelles l'être humain est soumis, quelle que soit sa volonté. On ne sait pas agir, par contre, là-dessus. Et le fait de déjà les accepter, de les connaître, de les respecter, ça nous permet justement d'être pleinement acteurs de notre épanouissement et de notre santé parce que nous pouvons utiliser ces lois à bon escient, justement, pour nous aider à rétablir cet équilibre à l'intérieur de nous. Pour moi,
La santé n'est qu'un équilibre. La santé, c'est un état d'équilibre. Le corps, tout le temps, cherche à garder l'équilibre. On appelle ça en naturopathie l'homéostasie. Il va tout le temps chercher à avoir tout le temps le même taux de pH sanguin, le même degré de température. Et un indice de différence très petit peut causer un gros déséquilibre dans le corps. Cet équilibre n'est pas que physiologique, donc il n'est pas que la température, la pression artérielle, etc. C'est toute une série de choses qui vont agir à la fois sur le corps, le mental, l'esprit qui est différent du mental, c'est-à-dire le mental, c'est plus nos croyances, nos peurs, nos émotions, ce que notre cerveau produit. Et notre esprit, c'est plutôt ce qui anime ce mental, ce qui anime ce corps, cette chose subtile. Certaines personnes vont l'appeler l'âme, certaines personnes vont l'appeler une énergie, certaines personnes vont l'appeler l'esprit. Cette dimension-là est à prendre en considération aussi quand on parle de notre équilibre. L'environnement direct, que ce soit les pollutions, le niveau de sécurité dans lequel on vit, et puis l'environnement indirect, c'est-à-dire nos besoins de reconnaissance aussi parfois, le besoin de sens qu'on peut donner à notre vie. Toutes ces choses-là, tous ces facteurs-là sont à prendre en considération. En tout cas, le naturopathe ou la naturopathe que je suis prend ces choses en considération quand une personne vient me consulter. Alors, déjà, posez-vous la question, prenez une petite pause en vous-même. Est-ce que vous ressentez un de ces symptômes? Par exemple, un manque d'entrain, un manque d'énergie, un manque d'envie, d'avoir envie de se lever le matin, par exemple, ou une certaine lassitude, une certaine fatigue, un sommeil perturbé, soit on dort de trop, soit on a difficile à s'endormir, on dort mal. Est-ce que vous ressentez de la tristesse, du stress, de l'anxiété, de la nervosité, de l'agacement? Est-ce que vous vous énervez pour des choses futiles et puis après vous le regrettez un peu? Est-ce que vous avez des perturbations dans votre appétit, soit trop d'appétit, soit pas assez, des douleurs chroniques, des problèmes sexuels, des pannes, des manques d'envie ou trop d'envie ou des frustrations? Est-ce que vous avez des problèmes relationnels, des problèmes financiers? Ben, tout ça sont témoins d'un déséquilibre. Et tous ces facteurs vont influencer sur votre santé. Et à la fois, c'est un cercle vertueux ou vicieux selon les circonstances, c'est-à-dire qu'un de ces symptômes peut créer un déséquilibre et avoir un effet sur notre santé, et puis notre état de santé va influencer sur tous ces facteurs. Et donc, on peut comprendre que c'est une roue sans fin. Et donc, le corps est une machine intelligente, très intelligente, qui nous permet, grâce aux symptômes, de comprendre justement là où on devrait aller interagir, où on pourrait agir sur notre corps. Ça a été d'ailleurs mon expérience, le fruit de mon expérience. Comme l'a dit Kenny, j'ai été pendant plus de 15 ans, 20 ans peut-être femme d'affaires. Donc, j'avais créé ma propre entreprise avec mon mari à l'époque. Une entreprise au début qui a connu voilà, toutes sortes de déboires, des hauts, des bas, qui, qui m'a permis de gagner en connaissances, en expérience, en sagesse aussi, mais qui m'a fait connaître beaucoup de périodes difficiles. Et puis est arrivé un moment vraiment de plénitude, un moment où j'ai récolté les fruits de tout ce travail, de toutes ces difficultés, où j'ai gagné beaucoup d'argent, où je gagnais de l'argent avec vraiment une grande facilité. Et ça me posait problème. Ça me posait problème de gagner de l'argent avec facilité parce que je me disais, bah, c'est pas normal en fait par rapport aux autres, par rapport à ma famille, par rapport à mes amis. J'ai accès à certaines choses, les autres pas. Donc, il y avait toute une remise en question par rapport à ça. Et puis, la manière de gagner de l'argent aussi, j'étais grossiste en textile. Donc, j'allais en Chine, j'allais dans des usines où je voyais des gens travailler 12 à 14 heures par jour, dormir entassés dans des dortoirs. Ça me causait un problème moral. Mais je continuais parce que voilà, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une grande maison, on a une grande voiture, on a un certain standing de vie, on a habitué notre corps à un certain confort. Je continuais avec un espèce de conflit à l'intérieur de moi et mon corps, à un moment donné, a commencé à exprimer un mal-être sous forme de symptômes physiques.
Au début, on les balaye, on se dit que c'est de la fatigue, on se dit: «Oui, je suis fatiguée, je manque d'énergie, mais c'est sûr, je dors pas, j'ai pas assez dormi parce que j'ai travaillé tard, je me suis levée tôt pour prendre l'avion», et cetera. On se trouve des excuses et puis à un moment donné, mon taux d'énergie, je pense, a commencé à diminuer, c'était plus le même. C'est-à-dire le taux d'énergie, c'est pas tellement, l'entrain qu'on a, c'est aussi, hem, un rayonnement qu'on a. Notre énergie, elle part du centre, elle va vers l'extérieur et on rayonne sur les autres. Quand on est en phase avec soi-même, eh bien, on rayonne sur les autres une énergie positive. On rentre dans une pièce, les autres s'apaisent, ils se sentent bien. Ou quand on est énervé, stressé, c'est tout à fait l'inverse. On peut vraiment peser sur notre famille, on peut peser sur notre environnement, on peut être, euh, on peut être lourd, comme on dit, on peut commencer à être agressif et des choses comme ça. Donc j'ai recommencé à ressentir tout ça, à avoir des symptômes physiques. Ça a été le déclencheur pour ma future, reconversion professionnelle et je vais pas vous raconter toute mon histoire parce que c'est pas le but aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est que grâce à ces symptômes, j'ai compris, en fait, qu'il y avait un conflit à l'intérieur de moi par rapport à ce que j'étais capable de faire parce que ce que je faisais, je le faisais bien, parce que j'y mettais tout mon cœur, j'y mettais, toute mon énergie, j'y mettais mon cerveau, j'y mettais mes mains, j'y mettais ma créativité. Donc j'étais capable de le faire, mais ça n'était pas en accord avec qui j'étais. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me remettre en question. Je me suis dit: «Est-ce que je suis heureuse en fait? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Heu, pour moi, qu'est-ce que c'est que le bonheur?» et en faisant des recherches, en essayant de comprendre qui j'étais, là, j'ai commencé un chemin complètement différent qui a mené à ma reconversion. Le bonheur, c'est quelque chose qui est important puisqu'il y a des organismes, gouvernementaux qui mesurent le taux de bonheur. C'est très important, cet indice de bonheur mondial. Donc il y a un grand psychologue qui est Pierre Leroy, qui a étudié cet indice ou qui a plutôt, déterminé les critères et qui a créé une formule de calcul d'indice du bonheur mondial parce que selon, cet indice, selon qu'il est bon ou mauvais, eh bien, on peut comprendre que les pays sont plus ou moins révoltés ou pas, ou prospèrent ou pas. Donc c'est important, en fait, pour un pays de comprendre là où on se situe et je l'ai lu dans une étude, la France se place 22e au niveau mondial, donc c'est pas mal, il y a beaucoup de pays, mais c'est pas non plus dans les premiers. Donc on pourrait se dire, pourtant c'est un pays évolué, c'est un pays, prospère, c'est un pays, qui a beaucoup de ressources, c'est un pays qui est relativement sécure pour lequel on vit, je veux dire, on n'est pas en guerre. Qu'est-ce qui fait alors que la France ne se place qu'au 22e rang mondial, du bonheur? Eh bien, on se rend compte que pour construire un bonheur durable, pour avoir ce sentiment de bonheur durable, les facteurs principaux qui sont la paix, la sécurité, la liberté, la démocratie, la qualité de vie et la culture sont chez la plupart des personnes plus ou moins remplis, mais que les gens expriment un manque de sens. Les gens expriment qu'ils n'ont pas de but dans la vie ou qu'ils ne trouvent pas un but à leur vie. Ça, c'est important euh, de se dire que c'est pas suffisant de couvrir tous nos besoins physiologiques. Donc, Maslow a créé une pyramide. Enfin, il n'a pas tout à fait créé la pyramide, mais on a créé une pyramide à partir de la théorie de Maslow qui donne en fait du plus important au moins important les besoins que l'être humain a. Donc, chaque être humain a les mêmes besoins. D'abord, naturellement, nos besoins physiologiques, la faim, la soif, la sexualité, la respiration, le sommeil, le fait d'éliminer, ça, ce sont nos besoins physiologiques. Ils doivent être fonctionnels, ils doivent être comblés. Sinon, on est dans cet état de déséquilibre dont je parlais. C'est d'ailleurs le rôle du naturopathe de veiller à ce que ces besoins physiologiques fonctionnent convenablement. Ensuite viennent les besoins de sécurité. Est-ce que mon environnement est sécure, non seulement
d'une manière émotionnelle? Est-ce que j'ai un environnement émotionnel sécurisant? Mais aussi par rapport à une certaine sécurité matérielle. Est-ce que j'ai un toit au-dessus de ma tête? Est-ce que on va pas venir m'attaquer? Est-ce que mon environnement est stable? Est-ce qu'il est prévisible? Donc, parce que l'être humain a cette capacité à se projeter. Donc, c'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut. Trop se projeter et anticiper en fait le fait que notre situation, si elle est précaire, peut continuer à rester précaire, ça peut créer un déséquilibre aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Ensuite, viennent les besoins d'appartenance, les besoins d'estime aussi. Et tout ça, ces besoins de reconnaissance, d'estime, ce besoin de sens, c'est en fait la base pour cette théorie de l'ikigai. Donc, je vous demande de nouveau maintenant de faire une petite pause et de vous dire, dans ces différentes catégories de bien-être, que ce soit professionnel, est-ce que c'est social, financier, physique, environnemental, est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que mes besoins sont comblés? Est-ce que j'aime ce que je fais tous les jours? Est-ce que j'ai des relations fortes au travail, dans ma famille, avec mes amis? Est-ce que je connais l'amour? Est-ce que je donne de l'amour? Est-ce que j'en reçois suffisamment, en tout cas pour combler mes besoins? Est-ce que mes revenus financiers ou est-ce que mes acquis financiers sont suffisants pour couvrir mes besoins? Est-ce que je les gère suffisamment bien? Est-ce que mes rentrées ne sont pas en déséquilibre avec mes sorties? Est-ce que mon bien-être physique, est-ce que j'ai suffisamment de santé, d'énergie pour pouvoir justement remplir mes occupations professionnelles et sociales? Enfin, est-ce que mon bien-être environnemental, c'est-à-dire est-ce que je me sens, euh, est-ce que je sens que j'ai une influence positive sur le monde dans lequel je vis ou plutôt négative? Tout ça, c'est très important de vous poser toutes ces questions-là, de vous situer déjà où vous vous trouvez par rapport à tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on va faire une initiation parce que ça prend du temps pour réfléchir. Alors, je pense que Kenny vous a partagé une feuille avec l'ikigai, vous pourrez vous en servir, on va en parler tout de suite après. Si vous l'avez fait, vous l'avez devant vous, vous pouvez peut-être déjà commencer à noter dans les 4 coins de la feuille des mots qui vous viennent à l'esprit parce que tout ce qu'on va faire aujourd'hui, ce travail, c'est un travail de remonter depuis le subconscient jusqu'au conscient, vos besoins, vos désirs, toutes ces frustrations, ces manques peut-être qui sont à l'intérieur de vous, qui ont envie de s'exprimer, qui peut-être s'expriment sous forme de symptômes, qui peut-être s'expriment sous forme de malaise, qui peut-être s'expriment sous forme de problèmes financiers ou relationnels, et qui vont pouvoir être transformés, un peu comme en alchimie, qui vont pouvoir être transmutés en une pensée consciente, en la conscience de, voilà, voici mes réels besoins, voici mes réels désirs, et voici comment je peux faire pour les combler et être heureux. Alors, voici donc arrivé vraiment le thème de l'ikigai. Ikigai, c'est un thème japonais. Iki est dérivé du verbe, alors je ne sais pas du tout si je le prononce bien, je ne parle pas japonais, du verbe ikuru, qui veut dire vivre, et gai, c'est plutôt le résultat, les résultats positifs, la récompense. Donc ça voudrait dire vivre avec une récompense, avec une sensation d'avoir fait quelque chose de positif. Donc c'est vraiment l'ikigai, c'est trouver une voie de vivre une vie heureuse, mais qui a un sens. Ça rejoint un petit peu la notion de mission de vie. Parfois, dans certaines théories de développement personnel, on parle de mission de vie. Et dans la philosophie hindoue, on parle de dharma. Le dharma, ce serait, dans cette philosophie, ce que l'âme avait décidé d'accomplir, c'est-à-dire cette mission qu'elle était venue accomplir sur Terre en tant qu'être humain. Donc l'ikigai, on peut le tracer en traçant 4 cercles qui se rejoignent. On voit en fait que entre ce que j'aime et ce dont le monde a besoin, il y a ici une intersection, c'est déjà pas mal. Entre ce que j'aime, ce dont le monde a besoin et ce dans quoi je suis douée,
il y a encore une intersection, et même il y a une intersection entre les 3 facteurs, mais que l'ikigai, c'est vraiment ce qui rejoint les 4 grands facteurs, les 4 grands piliers de l'ikigai. C'est-à-dire que dans cette théorie japonaise, dans cette mission de vie heureuse et qui a du sens, il faut à la fois trouver à se réaliser dans ce qu'on aime, dans une chose pour laquelle on est doué. Il faut que le monde en ait besoin et à la fois qu'on puisse être rémunéré, qu'on puisse avoir quelque chose en retour. Parce que selon les lois naturelles de l'univers, si on donne quelque chose au monde, le monde doit nous le rendre. Sinon, il y a un déséquilibre. Le monde n'aime pas le déséquilibre, vous l'avez compris, le monde veut l'équilibre. Donc, il va tout le temps chercher à rétablir l'équilibre. Pardon, j'ai fait une faute manip. Et donc, il est tout à fait normal, et ça peut-être que ça a été une de mes grandes démarches dans la vie, c'est de comprendre que quand on se donne, mais quand on se donne avec son cœur, on ne cherche pas nécessairement de le faire pour de l'argent, c'est naturel et automatique que l'univers nous le renvoie sous une forme qui nous aide à couvrir nos propres besoins. Alors, pour faire cet ikigai, vous l'avez compris, il y a 4 grandes étapes. La première, c'est de trouver son élément, c'est-à-dire vraiment ce qui me correspond moi et pas à quelqu'un d'autre, pas quelqu'un de ma famille, pas la manière dont on m'a guidée en tant qu'enfant vers des études ou vers un chemin ou reprendre le business de ses parents. Non. Quel est mon élément à moi? Ensuite, une fois que j'ai mon élément, quelle est ma mission altruiste? Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Pas seulement pour moi, mais pour les autres. Ensuite, quel est ton modèle économique? Comment est-ce que cette mission altruiste, je peux la réaliser dans cet élément de manière à ce que ça corresponde à mon modèle économique, de manière à ce que ça me rapporte suffisamment de biens matériels pour couvrir mes besoins, me donner ce sentiment de sécurité, de pérennité dont j'ai besoin. Et ensuite, comment est-ce que je fais pour créer un environnement fertile à mon ikigai? Enfin, je vois qu'il y a 3 messages dans la discussion. Kenny, je ne sais pas si tu as été... OK. Je ne savais pas si je devais aller voir ou pas. Parfait. Alors, la grande question, c'est que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous êtes épanoui dans tous les domaines? Parce que vous avez compris qu'on ne peut pas être épanoui si on ne s'épanouit que dans un seul domaine. Alors, vous pourriez me poser la question en retour, qu'est-ce que l'épanouissement en fait? Qu'est-ce que tu entends par épanouissement? Alors, je vais vous dire, l'épanouissement, ça passe par le sentiment d'accomplissement. Oui, mais qu'est-ce que c'est que le sentiment d'accomplissement? Le sentiment d'accomplissement, c'est ressentir une joie qui vient de l'intérieur, qu'on ne sait pas expliquer, une joie qui abolit les notions de temps, d'espace, et une espèce de satisfaction de se dire j'ai servi à quelque chose, j'ai servi à quelqu'un ou au monde, et en même temps, tous mes besoins matériels, affectifs, physiologiques sont comblés. Donc voilà, c'est un level, notre épanouissement. Est-ce que vous êtes épanoui? Bah, probablement, dans 99% des cas, je pense que vous allez me dire, bah, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas si je suis épanouie parce que je ne sais pas si j'ai utilisé complètement toutes mes ressources, toutes mes capacités. Peut-être que je ne les connais même pas. La grande question en ouverture de prise en charge, on va dire, dans mes consultations ou dans mes coachings, c'est qui es-tu? La personne, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, on a des outils. On a des outils pour essayer d'apprendre à se connaître. Par exemple, je suis une grande adepte du tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille, ce n'est pas du tout un outil divinatoire. Hein, on ne va pas prédire son futur. C'est un outil de compréhension de soi-même. Qui suis-je? Et pour savoir qui je suis, je dois dépasser le niveau mental, le niveau conscient. Je dois aller dans mon niveau inconscient, déjà mon subconscient, et puis mon niveau inconscient. Et pour faire ça, il me faut des outils sur lesquels mon subconscient va pouvoir m'aider. Mon subconscient va pouvoir m'aider comment? Par exemple, on va le faire tout de suite après. En voyant une image, on peut ressentir une émotion.
C'est là où mon subconscient fait passer une information à mon conscient. Si je ne travaille qu'au niveau mental, je n'arriverai jamais nulle part parce que je ne connaîtrai que le dessus de l'iceberg. Or, je ne suis pas le dessus de l'iceberg, je suis tout l'iceberg. Il y a une grande partie de moi, quand je dis moi, je dis toi, je dis vous, nous. Il y a une grande partie de nous qui est immergée. Et ce qu'on voit, la petite partie qui dépasse, c'est ce que vous voyez là, c'est la personne qui vous parle pour l'instant. Mais la personne que je suis vraiment, elle est cachée. Et pareil pour vous, et parfois même pour vous-même, quand on se regarde dans un miroir, on se pose la question, qui es-tu? Je ne sais pas. Donc les questions à se poser, c'est d'abord qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? De quoi ai-je vraiment besoin? Et on l'a vu, les besoins, ils sont différents, il y a différents niveaux. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Parce qu'il y a des gens qui pratiquent la loi de l'attraction, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent en fait. Ils disent, je veux de l'argent, je veux gagner au loto. Je veux gagner au loto, mais pour faire quoi? Ah, comme ça, je peux m'acheter tout ce que je veux. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ça commence déjà, ils ne savent déjà plus, en fait. Alors qu'en fait, ce qu'ils ont besoin, c'est un sentiment de sécurité. Et donc, on positionne parfois nos besoins, on croit en fait que ce qu'on a besoin, en fait, c'est juste une peur, ça correspond juste à une peur. Qu'est-ce que je vaux aussi? C'est-à-dire, quelle est ma valeur? Quand j'apporte un service à quelqu'un, qu'est-ce qu'il vaut ce service? C'est difficile de se valoriser. Et puis, qu'est-ce qui m'appelle? Voilà, ça, c'est une question essentielle. Donc, j'ai dit, première étape, c'est de trouver son élément, d'être dans quelque chose comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire on ne voit plus le temps qui passe, on n'a plus de notion d'espace. Il y a un livre qui est très intéressant de Ken Robinson qui s'appelle Trouver son élément, sur laquelle j'ai beaucoup basé cette présentation de l'ikigai. Et dans ce livre, il est dit que le bonheur durable se base sur 3 piliers, les émotions positives, l'engagement et le sens. Les émotions positives, c'est ce qu'on ressent. Donc, quand je ressens de la joie, quand je ressens une émotion positive, je peux sentir que c'est positif. Après, cet état de flow, comme on dit en anglais, de flux, justement, comme je disais, où le temps s'arrête, on a l'impression qu'on est vraiment qu'on ne doit faire aucun effort, que tout vient facilement. Ça, c'est l'engagement, cet état de flow. Et en fait, et ensuite, la troisième composante, qui est le sens, c'est-à-dire, on a à l'intérieur de nous, déjà inscrit dans nos gènes, un besoin c'est peut-être le fameux dharma des hindous, de trouver un sens et un but à notre vie. Mais ce but et ce sens, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Donc, ça ne peut être que pour le monde ou l'humanité. Je vais vous inviter maintenant à regarder ces photos et déjà vous dire quel est mon milieu idéal. Parce que parfois, de manière mentale, on se dit, moi j'aime la ville, moi j'aime la campagne. Quand on voit les photos, déjà, ça parle déjà plus à notre subconscient. Notre subconscient ne comprend que les symboles, que les images, pas les mots. Est-ce que c'est plutôt la campagne, c'est-à-dire la campagne déserte? Est-ce que c'est plutôt rural, mais avec de l'animation? Est-ce que c'est la plage, la mer, la montagne, la ville? Là, déjà, un point de départ pour nous donner une idée de notre environnement, de notre milieu idéal. Ensuite, est-ce que je suis plus attirée par la terre, les plantes, la nature, les animaux, les êtres humains, les relations humaines, la compréhension des relations humaines? Est-ce que je suis plus tournée vers les découvertes, les recherches, la technologie, les recherches médicales? Est-ce que je suis plus est-ce que je suis un bâtisseur? Est-ce que je suis plus dans la construction, dans la réalisation, dans l'utilisation de mes mains? Est-ce que justement, la composante dominante de moi, puisqu'on est tous différents, est-ce qu'elle est plus dans la tête ou dans les mains ou dans les deux? Est-ce que je suis plus quelqu'un de créatif, quelqu'un qui va avoir besoin d'utiliser des couleurs, ses mains, la décoration, l'harmonie? Est-ce que je suis quelqu'un qui a besoin de découvrir le monde, de parcourir le monde,
de retourner au contraire dans l'histoire, peut-être, étudier l'histoire, le fonctionnement de l'être humain. Est-ce que je suis quelqu'un qui va plutôt avoir envie d'écrire, de lire? Est-ce que je vais avoir envie d'utiliser mon cerveau, de chercher? On est tous différents. Un petit exercice que je vous propose. Alors, voilà, comme je vous disais, en 1 heure, on ne va pas pouvoir faire les exercices vraiment de réflexion ensemble à l'instant T, mais je peux vous faire le partage des exercices pour que vous puissiez vraiment y mettre du temps et de la réflexion. Mais déjà, se poser la question ouverte comme ça et la laisser faire son chemin après, c'est déjà bien sans que le mental intervienne. Et vous verrez que par synchronicité, ben, vous allez avoir dans les prochains jours des choses, des idées, vous allez entendre vous allez lire un article, il y a des choses qui vont subvenir dans vos vies, qui vont répondre à ces questions. Est-ce que je veux contribuer plutôt au passé, au présent ou au futur? Ou bien, est-ce que mon idée, c'est d'aller dans le passé pour pouvoir influencer sur le présent pour avoir une action dans le futur? On n'est pas bloqué dans une dimension, on va dire. Est-ce que c'est plutôt comprendre le passé, réparer les dégâts du passé ou une erreur passée? Est-ce que c'est plutôt apporter une aide à l'instant T aux gens qui en ont besoin maintenant? Est-ce que c'est plutôt dans le futur? Est-ce que j'ai envie de construire quelque chose qui va faire évoluer le futur et qui va pouvoir durer dans le futur? Je vous laisse un instant pour que ce tableau pénètre à l'intérieur de vous. Passé, présent, futur, on sait ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la question environnementale, question économique, on sait ce qui s'est passé dans le futur. On est des générations, on n'est qu'une ou deux générations post-guerre mondiale, dernière guerre mondiale, donc on est encore très marqué par ce qui s'est passé pendant les dernières guerres mondiales. Et ensuite, le futur, qu'est-ce que le futur peut être, tout en sachant qu'on ne vit pas dans le futur. Mais parfois, je dis, ceux qui ont construit les cathédrales ou les pyramides n'ont pas vu la pyramide terminée de leur temps. Parfois, notre mission est de mettre des pierres à un édifice qui peut-être ne sera terminé qu'au moment bien après notre passage de l'autre côté. Une autre composante de notre élément, est-ce que je me sens plus dans mon élément quand je travaille seule, dans un bureau ou à l'extérieur, mais seule, soit quand j'ai une relation de 1 à 1 avec une personne, soit quand je suis plutôt dans une équipe, que ça soit au niveau sportif, que ça soit au niveau professionnel, dans un bureau par exemple. Est-ce que je me sens plutôt à la tête d'une équipe? Est-ce que je me sens plutôt faire partie de l'équipe en elle-même? Est-ce que je suis plutôt un enseignant? Voilà encore peut-être des images qui vous parlent. Il y a peut-être des petites réactions à l'intérieur de votre corps. Si vous savez être à l'écoute, si vous savez vous ouvrir et recevoir les messages, peut-être que vous recevez déjà un message de votre corps le cœur qui se serre ou quelque chose dans le ventre ou quelque chose dans la gorge. C'est souvent à ces 3 niveaux-là qu'on ressent quelque chose. Quand vous pensez à être seul ou quand vous pensez à être en équipe, vous éprouvez peut-être aujourd'hui des problèmes au travail en équipe et vous vous dites: «Ah non, l'équipe, je ne veux plus». Il y a peut-être des choses qui se passent. Je les laisse se passer. Si, puisque notre mission est une mission altruiste, on peut se poser la question de se dire: «Mais qui est-ce que j'ai envie d'aider? Quels problèmes ont-ils que je veux aider à résoudre?» Alors attention, une petite remarque, une mission altruiste ne veut pas dire de sauver le monde. Mission altruiste ne veut pas dire être Mère Teresa. Mission altruiste, ça peut être ça peut être de créer Internet parce qu'on a envie à la base de connecter tous les gens, toute la planète,
tous les gens de la planète et de leur permettre de s'échanger des informations sans aucune intervention. Parce que les gens avaient peut-être des problèmes de communication et peut-être que justement, je parlais de la guerre tout à l'heure, peut-être que ce qui a aidé, entre guillemets, la guerre, c'est le fait qu'il n'y avait pas de communication, que la communication était très difficile. Aujourd'hui, avec la manière virale dont les informations se répandent, c'est peut-être beaucoup plus compliqué de faire de la stratégie militaire parce que tout de suite, on est informé aux quatre coins de la planète. Donc, ça peut être une mission altruiste, mais toute mission altruiste a aussi son revers. On le sait aujourd'hui, Internet, il a ses travers aussi. Donc, on ne cherche pas à sauver le monde, on se dit simplement, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau, avec en toute humilité, pas pour tout le monde entier, la planète entière, mais à mon niveau, qui est-ce que j'ai envie d'aider et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a une cause spécifique qui me parle tout particulièrement? Est-ce que je suis plus particulièrement attirée vers un groupe de personnes? Est-ce que ça peut être les enfants, les bébés, les personnes âgées, les jeunes, la cause des femmes, des hommes, ça peut être des handicapés, ça peut être, voilà, ici ce sont vraiment des grandes lignes, des grandes généralités. Il y a des personnes avec qui, quand on se retrouve avec elles, on se sent dans son élément pour X, Y raison, mais on sent que quand on est avec eux, on a une relation particulière. Et c'est là où on comprend souvent que c'est notre élément. Tout à l'heure, je vous disais, il est possible que quand j'ai évoqué les photos et qu'on voyait les relations dans les bureaux, etc., vous ayez déjà connu des relations conflictuelles au sein de votre travail. Qui n'a pas connu des relations conflictuelles au sein de sa propre famille ou avec des amis déjà à la base? D'où viennent ces conflits en fait? Ces conflits viennent d'une incompréhension ou d'un système de valeurs qui est différent. Trouver sa tribu, ça veut dire être capable de s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes croyances, qui ont les mêmes idées que nous, qui travaillent à la même cause avec la même énergie. C'est pas facile parce que ça veut dire que notre tribu, c'est pas nécessairement notre famille, c'est pas nécessairement nos amis. Avoir rencontré Kenny, ça m'a permis de me créer ma tribu. Aujourd'hui, j'ai une tribu. Je ne l'avais pas avant. J'étais administrateur d'une grosse société, j'avais du personnel qui travaillait avec moi. Ils dépendaient de moi, de mon travail, parce qu'ils gagnaient leur vie grâce à moi. Quand j'ai pris la décision très douloureuse d'arrêter mon entreprise, tous ces gens étaient au chômage et ça m'a coûté, émotionnellement, ça m'a beaucoup coûté. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'années aussi à arrêter, parce que je me sentais responsable des gens avec qui je travaillais. Je les aimais beaucoup, c'était comme une famille, mais ce n'était pas ma tribu. C'était pas ma tribu parce que on n'était pas sur le même pied d'équilibre, parce qu'on n'avait pas les mêmes valeurs, on n'avait pas les mêmes idées. Aujourd'hui, ma tribu, elle se constitue petit à petit. J'ai des groupes sur Telegram. J'ai différentes tribus d'ailleurs, je pense. Il y a des tribus où on est plus intéressé par la transformation de soi, justement. Parfois, on est plus intéressé tout simplement sur la bonne nourriture saine. Kenny fait partie de ma tribu. Et une tribu, c'est important de la trouver. C'est quelqu'un qui partage le même élément. Une fois qu'on a fait ce travail de trouver son élément, encore faut-il trouver un sens. J'ai trouvé mon élément, d'accord, qu'est-ce que je fais? Trouver ma tribu, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que je peux donner un sens à ce que je suis capable de faire? Comment est-ce que je peux utiliser mon élément pour être utile au monde et pour donner un sens à ce que je fais? Eh bien, on peut partir d'une question toute simple. Qu'est-ce qui me met en colère? La colère, c'est une émotion normale, saine, tout à fait saine, même si dans notre société actuelle, on a tendance à nous dire de ne pas nous mettre en colère, on dit aux enfants de se calmer, on nous apprend à ne pas nous mettre en colère. Il ne s'agit pas de se mettre en colère, naturellement,
Mais la colère est un baromètre. Toutes nos émotions sont un baromètre intérieur, parce que ça veut dire que certaines, certains éléments, certaines situations, certaines causes aussi nous touchent tout particulièrement. Elles ne vont pas toucher une personne comme elles vont me toucher moi, ni comme elles vont vous toucher vous. Mais c'est un baromètre pour déjà comprendre quelles sont mes valeurs. Et parce que quand je me mets en colère, c'est que quelque chose ne respecte pas mon système de valeurs. C'est que quelque chose ne respecte pas tout simplement qui je suis au fond de moi. Et je peux me mettre moi-même en colère contre moi-même, parce que parfois je ne me respecte pas. Quand je dis oui à quelqu'un qui me demande un service, alors qu'en fait j'ai autre chose à faire de plus important, qui est très important pour moi, et que je dis oui parce que je ne sais pas dire non, je vais le faire avec de la colère, parce que je ne suis pas en accord avec moi-même, je ne suis pas en accord au fond avec qui je suis véritablement. Ensuite, une question qui est intéressante à se poser aussi: comment est-ce que je voudrais qu'on se souvienne de moi à mon enterrement? C'est-à-dire, qu'est-ce que je voudrais laisser au monde de positif? Il y a des années de ça, j'avais entendu une chanson, c'était quelqu'un de bien, et j'avais beaucoup aimé cette chanson, et je me disais toujours à mon enterrement, je voudrais qu'on passe cette chanson, juste quelqu'un de bien. Je voudrais qu'on se souvienne de moi comme c'était juste quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, avec le plus de connaissances et de sagesse et d'expérience que j'ai, je me dis que non seulement je voudrais qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un de bien, mais je voudrais avoir fait quelque chose de positif pour au moins une personne, avoir aidé quelqu'un, et je l'ai déjà fait. Donc je me dis, c'est parfait en fait. Et je voudrais continuer à pouvoir faire quelque chose de positif pour quelqu'un, non pas une fois dans ma vie, mais au moins une fois par jour. C'est changé un petit peu mon agenda. Tous les jours, je voudrais faire quelque chose de positif pour quelqu'un. Et le soir, quand on va dormir et qu'on fait le bilan de sa journée et qu'on se dit: «Qu'est-ce que j'ai fait pour le monde? Qu'est-ce que j'ai fait pour quelqu'un aujourd'hui?» et qu'on a de la reconnaissance pour notre capacité à le faire, qu'on sent cette gratitude, eh bien, on se crée une joie qui est propice à ce fameux indice de bonheur mondial. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, je crois qu'il paraphrasait quelqu'un de célèbre, mais j'ai oublié d'où vient la phrase: «Il faut que tu sois au moins une fois excellent dans un domaine une fois dans ta vie». Sois au moins excellent une fois dans un domaine dans ta vie. Alors c'est vrai que ça peut parfois être compliqué parce qu'on a beaucoup de cordes à notre arc, on fait beaucoup de formations, on a beaucoup de capacités aussi, chacun. On a surtout si on a une capacité d'adaptation. Donc moi, j'ai fait un métier très bien pendant des années, alors que ce n'était pas du tout ma voie, mais j'étais capable de le faire. Mais ça peut nous desservir, parce que parfois, le fait d'exceller, de faire les choses bien dans quelque chose ne veut pas dire que c'est notre mission. C'est là où c'est compliqué parfois de se dire: «Mais je fais les choses bien, pourquoi est-ce que j'irais chercher autre chose?» Parce que justement, il y a cette petite ou ce petit symptôme, ou cette petite voix, ou le fait que la réalisation matérielle ne se fait pas, qui nous dit que tu es bon, mais tu n'es pas excellent. Quand tu es excellent, tu as tout, tu es dans le flow. Dans quoi est-ce que je peux exceller? Ça peut être dans le sport, ça peut être dans la beauté, ça peut être dans la recherche, le médical, ça peut être dans quelque chose de matériel, ça peut être dans créer une chaîne de magasins, ça peut être n'importe quoi. Il y a des centaines et des milliers de professions. Mais dans quoi est-ce que je peux exceller? Pour pouvoir savoir dans quoi je peux exceller, je dois essayer beaucoup de choses. Je dois aussi échouer dans beaucoup de choses. L'échec n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste une manière de me dire: «Non, c'est pas ça, va vers autre chose. C'est pas encore ça, OK, va vers autre chose». Et de continuer par un jeu de oui, non, oui, non, oui, non, de pouvoir en fait, avancer sur mon chemin. Le non n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est une boussole qui m'indique
le chemin. Une fois que j'ai réalisé dans quoi j'étais bon, quel était mon élément, encore faut-il trouver mon modèle économique. Et ça, c'est pas évident. Parce que d'après notre éducation, d'après nos croyances, trouver notre modèle économique peut être compliqué. Alors, un modèle économique, qu'est-ce que c'est? En gros, pour pouvoir couvrir nos besoins matériels, nos besoins primordiaux, on a besoin d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent nous permet d'acheter des services, des biens. On ne peut pas tout produire, on ne peut pas tout faire, donc on a besoin des autres qui produisent d'autres services, d'autres choses. Et pour pouvoir échanger un bien ou un service, on a besoin d'argent. Aujourd'hui, l'argent est en train de changer de forme. Il a déjà changé de forme dans le passé. On a d'abord fait du troc. Après, on s'est rendu compte que peut-être le troc ne rendait pas toujours les choses équitables. Donc, on a créé les pièces de monnaie, l'argent. C'est pour ça qu'il y avait de l'or, il y avait de l'argent, des métaux précieux qu'on s'échangeait. On a trouvé une espèce de vecteur qui nous permettait de trouver un compromis. Aujourd'hui, l'argent est papier, monnaie, volatile. Il est aussi maintenant, avec la crypto-monnaie, il est devenu même virtuel. Mais ça reste le même principe. C'est toujours, j'échange de mon temps contre quelque chose qui me permet d'acheter le temps de quelqu'un d'autre. Le temps qu'il a mis à créer ceci. Le temps qu'il va m'accorder à, si c'est un médecin, à ma consultation, ou si je fais du sport, à louer la salle de sport, ou acheter du matériel, ou acheter de la nourriture, quelqu'un l'a produite. À moins qu'elle ait poussé au bord des champs et que je vais l'accueillir moi-même, la plupart du temps, la nourriture, je vais l'acheter dans un magasin. Mais cette nourriture n'est pas arrivée là par hasard. Quelqu'un a dû mettre du temps pour la créer. Donc l'argent, ce n'est que acheter du temps. Donc quand on dit le temps, c'est de l'argent, c'est vrai. C'est plutôt l'argent qui est du temps. Pour pouvoir acheter ce temps, pour pouvoir avoir de l'argent, on a 3 grandes catégories de choix. On peut soit être salarié, c'est-à-dire que on donne notre temps et notre compétence à une société, généralement un employeur, qui nous donne de l'argent en contrepartie de notre temps et de nos compétences. Ensuite, on peut être dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je crée une entreprise qui va avoir des clients. Je vais aussi donner de mon temps et de mes compétences à mon entreprise. Mon entreprise va créer des biens et des services et mes clients vont en contrepartie me donner de l'argent, ou en tout cas mon entreprise, et mon entreprise va me rémunérer. Ensuite, la troisième possibilité, le troisième type de manière de gagner de l'argent, c'est le freelancing. C'est-à-dire, de nouveau, c'est toujours mon temps et mes compétences que je donne à mon entreprise, à une entreprise, plutôt pas à ma propre entreprise, à une entreprise qui va aussi avoir des clients en contrepartie qui vont me donner de l'argent, qui vont donner de l'argent à cette entreprise et l'entreprise va me payer de manière ponctuelle. Donc, c'est toujours plus ou moins le même système. Il y a toujours une relation entre deux entités, qu'elles soient société, une entreprise, qu'elles soient moi, un client unique. Il y a toujours une relation entre je donne mon temps, je donne mes compétences et je reçois de l'argent. Gardez bien à l'esprit cette notion de loi naturelle universelle de l'équilibre, cette loi du karma chez les hindous, qui dit que si tu donnes quelque chose, tu crées un déséquilibre dans l'univers et que l'univers veut absolument l'équilibre et que c'est normal de recevoir quelque chose en retour pour s'équilibrer, que c'est une relation normale. Alors on pourrait se dire, mais moi je donne beaucoup de mon temps, comment ça se fait que je n'ai pas d'argent? Comment ça se fait? Pourtant, j'ai l'impression que je suis dans ma mission de vie, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas d'argent. Bah, peut-être que parce que justement, à la base, on n'est pas vraiment dans notre flow, on n'est pas dans notre mission de vie. On va plutôt chercher, on veut beaucoup d'argent au détriment de nos aspirations, alors qu'en fait, quand on va dans le flow, on va d'abord vers ce qui nous attire, ce qui nous appelle,
on se laisse complètement emporter par cette aspiration et c'est là, en fait, après où vient l'argent. Mais selon le côté où on se positionne, à un moment donné, on va sentir qu'on va étouffer nos aspirations. Donc, il est important de bien visualiser l'argent comme un flux d'énergie, un moyen d'échange, mais qui doit rester en accord avec nos valeurs, notre système de valeurs, notre idée de la liberté aussi, parce que travailler pour un patron tous les jours avec 3 semaines de congé par an, ça peut convenir à certaines personnes, ça peut ne pas du tout convenir à d'autres qui ont un plus grand besoin de liberté. Ça peut faire peur à d'autres aussi d'être freelance, de ne pas savoir combien on va gagner le mois suivant, de ne pas perdre euh, de vue notre confort, notre niveau de confort, de nos réels besoins, de la sécurité dont on a besoin, et en fait de ne jamais oublier cette loi de l'équilibre. Voilà donc 3 grands piliers déjà qu'on a posés, qui peut-être ont déjà commencé à déclencher, peut-être que ce sont des questions sur lesquelles vous étiez déjà arrêté, très probablement. Si vous êtes là aujourd'hui, comme j'ai dit en début de présentation, il n'y a pas de hasard. Vous avez pris du temps aujourd'hui à midi sur votre pause midi pour être là, c'est pas un hasard. C'est que ces questions-là, elles sont déjà, ou elles ont déjà affleuré, ou elles sont vraiment sur le pré, elles sont vraiment à l'endroit où l'iceberg va toucher l'eau. Et donc, toutes ces questions, ben voilà, on vient de les faire apparaître au niveau de l'eau. Elles doivent vraiment maintenant être travaillées en profondeur. Pour aller plus loin, on pourrait se dire, mais comment je fais en fait pour travailler sur cet ikigai, pour savoir qui je suis? Est-ce que je peux le faire simplement en me posant ces questions-là? C'est un bon départ. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont dans le subconscient et même dans l'inconscient. Notre inconscient nous fait faire des choses euh, bah, contre notre volonté. Les gens qui me disent je voudrais arrêter de fumer, mais je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui est plus fort que moi? Qu'est-ce qui est plus fort que mon mental? Il y a des gens qui disent je suis mal dans cette relation, mais je ne parviens pas à le ou la quitter. Mais qu'est-ce que c'est qui fait que je n'y parviens pas? Qu'est-ce qui est plus fort que mon mental? Pour avoir accès à ce niveau de subconscience et d'inconscience, il faut parfois s'adonner à la méditation. La méditation qui est justement tout simplement, à un moment donné, faire taire le mental, laisser se poser le mental comme ce petit papillon sur le doigt, sur la photo. C'est-à-dire, à un moment donné, le mental se pose tout doucement, il se tait. Et là, nous pouvons écouter la voix de notre subconscient et même peut-être même de notre inconscient. Savoir prendre du temps pour soi. J'ai vu un TED Talk qui était super intéressant d'un homme d'affaires qui a super bien réussi dans la vie, qui disait, moi, tous les 7 ans, je prends une année sabbatique. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que j'ai construit en 7 ans, je prends une année sabbatique entière parce que j'ai toujours besoin de me réinventer, j'ai toujours besoin de, de me connaître davantage, de découvrir de nouvelles choses, de prendre du temps pour lire, pour me former, pour faire des choses. Parce que parfois, on est tellement pris dans une activité alimentaire qu'on n'a pas le temps, en fait, de s'asseoir, de réfléchir, qui suis-je, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je sais faire, etc. De faire des activités sociales ou des activités créatives qui nous donnent vraiment de la joie et là où on peut comprendre là où est notre mission. Donc parfois, il faut savoir prendre le temps et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est dans une roue, parfois comme ces petits hamsters qui courent dans leur roue. On a l'impression que les journées se ressemblent, le temps file, on dit les semaines filent, le temps file, on est déjà en été, on est déjà au mois de septembre, c'est déjà Noël. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon année en fait? Non, je dois m'arrêter. Méditer, c'est aussi se poser, s'arrêter, prendre du temps pour soi, contempler, regarder la nature. La nature m'enseigne. La nature me dit, regarde, regarde, une feuille tombe, la feuille se décompose dans la terre, l'arbre n'est pas mort, la feuille n'est pas morte.
la feuille continue à nourrir la terre, qui continue à nourrir les racines. C'est un cycle. Ta vie est un cycle. N'aie pas peur de la mort. La nature m'enseigne. Mais pour pouvoir la laisser m'enseigner, je dois la contempler, je dois prendre le temps de m'asseoir, de me poser et simplement de regarder ce qui se passe, de prendre note, de faire tous les jours le même chemin et de me rendre compte que tous les jours la nature est différente et la vie est différente. J'ai besoin aussi de lire parfois. Quand j'ai dit je, c'est toujours nous avons, c'est toi, c'est moi, c'est nous. J'ai besoin de lire aussi l'expérience des autres, ce qu'ils ont déjà fait, le chemin qu'ils ont déjà fait pour m'enseigner, pour me, pour me guider, pour me, pour me permettre parfois de ne pas faire les mêmes erreurs ou de les faire. J'ai besoin d'être ensemble avec d'autres personnes. J'ai besoin de comprendre les relations humaines. J'ai besoin de faire des choses de mes propres mains. J'ai besoin de comprendre que je suis capable, avec de la farine, de l'eau, du sel, de créer quelque chose de vivant, de forme inerte. Je suis capable de former la vie sous forme de pain, d'abord de levain et puis de pain. C'est quelque chose qui m'enseigne que je suis créateur. Je suis moi-même créateur de ma propre vie. Après tout ça, toutes les choses que je peux faire pour moi-même, les choses qui sont en mon pouvoir, il y a aussi une grande chose que je peux faire pour moi-même, que nous pouvons tous faire pour nous-mêmes, c'est ne rien faire. J'ai donné une conférence sur le Wu Wei. Le Wu Wei, c'est aussi un terme asiatique qui est l'art de ne rien, entre guillemets, ou en tout cas de laisser faire. Laisser faire les choses telles que la nature veut les faire. Et parfois, quand je ne lutte plus, quand je ne cherche plus, c'est là, en fait, où l'univers, on va dire, où la vie me met des choses sur mon chemin auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et ça s'appelle la sérendipité. La sérendipité. C'est un terme anglais qui est à la fête. Je sors de chez moi pour chercher du pain et je rencontre quelqu'un. Je prends le temps de parler 2 minutes avec elle et je me rends compte que cette personne va complètement changer ma vie. Ou ça m'est arrivé, j'avais rendez-vous pour aller voir une maison à vendre. Je me trompe de chemin, je me retrouve dans un cul-de-sac et là, il y a une maison à vendre, tout à fait ce que je cherchais. Et c'est celle-là que j'ai achetée. Parfois, on peut rencontrer autre chose sur notre chemin, encore plus positif que ce qu'on cherchait, en laissant faire, en acceptant, en étant ouvert. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur, soyez ouvert, parce que c'est à ce moment-là, c'est quand on ouvre les bras. Je pense que ce signe d'ouvrir les bras, il n'est pas anodin, c'est qu'on peut recevoir. Si on reste fermé sur soi-même, si on reste fermé sur cette idée qu'on est victime de la vie ou voilà, j'ai fait des études d'avocat, c'est pas pour aller planter des choux ou pour aller élever des vaches. Pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Pourquoi tu fais ces études d'avocat? Qu'est-ce que tu voulais en fait? Tu voulais la justice? Quelle justice? Pose-toi les bonnes questions. Donc aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est vous connecter avec vous-même, avec tout ce que vous ressentez, si vous y arrivez, toutes ces émotions qui peuvent parfois affluer, cette colère, cette tristesse, la joie aussi. Connectez-vous avec vous-même, avec l'essence de vous-même, et ensuite, vous pourrez vous connecter avec les autres, voir quelles interactions vous avez avec les autres, ce qui vous dérange chez les autres, quel type de personnes on attire, pourquoi on attire toujours le même type de personnes. Reconnaissez vos sentiments, vos besoins, vos manques. Sachez dire je manque d'argent ou je manque d'amour ou je manque de sexe ou il y a quelque chose qui manque à ma vie. Il y a un sens qui manque à ma vie. Et tout ça est comme des pièces d'un puzzle que vous allez pouvoir mettre les unes avec les autres jusqu'à un moment donné rencontrer les personnes qui vont vous aider sur le chemin. Parce que je pense que ce chemin,
Bien sûr, il est intérieur, bien sûr, il est personnel, mais il est très difficile de le faire seul. Pourquoi? Parce que nous avons un système qui est magnifique à l'intérieur de nous, qui est l'ego. Alors l'ego, attention, parfois certaines personnes pensent que l'ego c'est de l'orgueil. L'ego c'est pas de l'orgueil. L'ego c'est un système de protection que nous avons à l'intérieur de notre nous, de notre organisme, notre mental, qui cherche à nous protéger, qui cherche à protéger le corps. Et donc l'ego va mettre tout le temps une série de stratégies en place pour protéger le corps, la survie du corps. Donc ça veut dire que quand quelque chose menace ma survie, il va mettre toute une série de stratégies en place pour m'aider. Mais ça veut dire que parfois, il va trop loin. Ça veut dire que parfois, notre ego, quand on était enfant, on a pu vivre des situations traumatisantes, dramatiques. L'ego a mis en place toute une série de stratégies, comme le fait de se refermer un peu sur soi-même, de se fermer aux émotions pour ne pas être submergé par les émotions. Et ça veut dire que cet ego qui est encore très présent nous empêche aujourd'hui d'être nous-mêmes. C'est comme si on portait une carapace, un masque, un costume de carnaval. Et quand on veut faire un travail en se posant des questions à soi-même, parfois, notre ego est là comme un filtre en fait. Et donc, il ne nous permet pas d'aller là où ça fait mal. C'est un peu comme, c'est très difficile parfois d'enlever un sparadrap soi-même. Quand quelqu'un d'autre nous l'enlève brutalement, c'est plus facile. C'est un peu ça. Parfois, on a besoin d'un ami, d'un confident, parfois un professionnel. Et au fond de vous-même, vous allez le ressentir. On le ressent en fait. On se dit, j'essaye de faire mon chemin. J'essaye de me poser les bonnes questions. Et j'arrive pas. Je ne suis pas dans ce flow. Il y a des éléments de ma vie qui me montrent que je ne suis pas dans le flow. Donc, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un. Et si possible, quelqu'un qui a déjà fait une partie du chemin, quelqu'un qui a déjà une certaine expérience, quelqu'un qui a certaines compétences. Et parfois, ça peut être quelqu'un comme moi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a interpellé, que vous avez des questions qui fusent surtout à l'intérieur de votre cœur. C'est peut-être une présentation un peu différente de l'ikigai que celle que vous avez. J'espère que c'est différent de ce que vous avez déjà eu. Je vais rendre la parole à Kenny et puis aux personnes qui souhaitent me poser des questions si on a encore le temps. Merci Nathalie pour cette belle prestation. Pour une initiation, j'ai trouvé ça super complet. Je pense que tout le monde a adoré. On pourra en parler des heures, mais le temps est un peu écourté. On va refaire des lives comme ça, tous les 15 jours. On va même amener d'autres thématiques sur le business, sur des astuces, sur de l'innovation, mais surtout sur le bien-être et le mindset pour ma part. Nathalie, je pense, aura l'occasion de revenir sur d'autres thématiques. On va avancer là-dessus. Si vous avez des questions, donc déjà pour le Zoom, donc il sera en replay, vous pourrez le retrouver sur YouTube et on le mettra aussi sur Telegram. Comme ça, vous aurez l'occasion de vous repasser l'écoute et puis de l'envoyer aux personnes qui n'ont pas pu être présentes. Et si vous avez des questions, je pense que là, il y en a qui vont être en rendez-vous, qui vont devoir y aller. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez me les poser en direct et on essaiera sur Telegram, peut-être créer un groupe ou autre et de répondre directement à vos questions là-dessus. On a un groupe, donc NEC et TENEC, vous pourrez nous retrouver justement pour le club. Donc, c'est l'endroit où on organise tous ces lives-là et vous avez toutes les informations pour la suite. Concernant l'ikigai, nous, c'est vraiment ce qui trouver sa raison d'être, c'est vraiment ce qui nous a apporté justement avec le club, amener vraiment tous les outils nécessaires pour que les gens puissent se développer. Et donc aujourd'hui, c'est un exemple concret. Si ça peut vous amener de l'information pour que vous puissiez vous développer, trouver plus de sens, amener trouver de nouveaux partenariats, voilà, c'est vraiment l'idée. Et c'est pour ça qu'on a créé ce club-là un peu avec des services de conciergerie. Justement, vous allez pouvoir vous former, vous développer, vous allez pouvoir vous connecter avec de nouvelles personnes et des personnes aussi plus conscientes qui veulent changer les choses. Et puis, vous diversifier et gagner avec tous les partenariats que nous sommes en train de créer. Donc voilà, merci à tous pour votre présence, pour cette écoute. Mais un grand merci encore à Nathalie, c'était vraiment super. Avec Et puis, plaisir. on aura l'occasion de refaire ça très rapidement. On vous tient au courant sur tout ça.
Passez une Bon très belle, après-midi à tous. passez une très belle journée et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup, c'était top. Super. Belle découverte au top du top. Merci.